Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous propose qu'on débute cette soirée. Il est déjà tard, il fait froid. Je pense que tout le monde a envie de finir à une heure décente. Mes premiers mots vont pour accueillir chaleureusement nos invités. Et je ne les cite pas tous. Je peux quand même citer le principal orateur Olivier Schaeffer qui va prendre la parole. Donc bienvenue à l'ENSAP. Et donc on le rappelait, qui est une école d'architecture et de paysage. Vous le savez tous, mais c'est une particularité en France puisqu'il n'y a que deux écoles qui font en même temps l'enseignement de l'architecture et du paysage, une très au nord à Lille et une assez au sud qui est Bordeaux. Et ce n'est pas sans lien avec le thème de ce soir. Merci à toutes les étudiants, tous les étudiants qui se sont rendus disponibles pour cette conférence. Je sais pertinemment que vous avez des emplois du temps abominables, hyper chargés, et donc de venir suivre une conférence à 18h, c'est pas une chose tout à fait évidente, et moi je vous en suis tout à fait reconnaissant, tout à fait gré, et je fais le relais de votre enseignant aussi qui vous remercie, qui m'a demandé explicitement de vous remercier. Le thème est absolument passionnant. L'urbaniste que je suis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma formation. Et donc c'est le métier que j'ai exercé pendant très longtemps, un métier qui n'existe pas d'ailleurs et qui s'exerce de mille manières. En tout cas, c'est une discipline que j'ai traversée pendant plusieurs années. Donc l'urbaniste que je suis est évidemment très intéressé par ce sujet, puisque je suis de la génération qui a vu surgir les questions environnementales dans les projets urbains au fil des ans, jusqu'à devenir évidemment des éléments structurants des projets urbains. Je voudrais juste dire quelque chose qui me frappe et vous faire remarquer à quel point l'ENSAP est extraordinaire, l'ENSAP Bordeaux, dans sa réactivité, dans son actualité, on va dire, médiatique et scientifique. Vous avez tous vu probablement, sinon je vous conseille la lecture de l'article du Monde hier qui est dans les écoles d'architecture, les étudiants disent non au béton. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cet article, je crois que c'est le titre à peu près, hein, mais le thème c'est ça, les étudiants disent non au béton. Je vous conseille de le lire, vous pouvez le récupérer à la documentation. J'en profite pour saluer Elisa, qui est une nouvelle agent de l'école qui travaille à la médiathèque. Donc Elisa, vous pourrez mettre à disposition cet article pour les étudiants. Voilà, les étudiants disent non au béton. Et donc immédiatement, en 24 heures, on a pris la décision d'organiser une conférence sur ce thème extrêmement important, qui est la ville sera vivante ou ne sera pas. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux dans toutes les ENSA de France d'avoir saisi le sujet au bon. Merci à tous, je ne suis pas plus long, et donc je passe la parole à Eva et Agathe. Je savais que j'en oublierais un des deux. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction et puis merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Je suis hyper contente. Moi je suis Eva de la structure MOO, une des 3 structures co-organisatrices, et je suis très contente d'être là avec Agathe et Olivier pour cette belle soirée. Un grand merci du coup à l'ENSAP de nous accueillir ce soir, de votre présence. Un grand merci aussi à nos 3 partenaires que vous voyez derrière l'affiche, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agence de l'eau Adour-Garonne et la métropole de Bordeaux, qui permettent qu'on puisse organiser toutes ces conférences un peu partout en France. Donc l'idée de ce soir pour nous, c'était de vous inviter tous ensemble à vous questionner un petit peu sur notre rapport au vivant et notre façon de le réintégrer dans nos villes et dans nos vies. Donc on va faire ça tous ensemble. Et juste avant, je voudrais vous présenter rapidement nos 3 structures qui portent ce projet. Donc moi, je représente la structure MOO. Et MOO, on est une structure qui crée des coalitions d'acteurs, des acteurs publics, privés, des associations, des startups, des citoyens, des instituts de recherche, pour créer plus de dialogue et coopérer sur ces grands sujets de transition et essayer de penser les choses de manière plus systémique. Et donc je suis très heureuse d'être avec Agathe de Make Sense, qui va vous présenter la structure. Vous m'entendez ou pas quand je parle fort comme ça? Moi je ligote, donc je peux pas rester derrière un micro. Make Sense, il y a des gens qui connaissent Make Sense déjà ou pas? C'est un peu le pôle emploi d'engagement, c'est-à-dire que tous les gens qui trouvent que le monde ne tourne pas très très rond ou ne sonne pas très vite, mais pour autant ne savent pas quel fil tirer dans la pelote de nœuds qu'est la société aujourd'hui, et ben on les accompagne à comprendre concrètement en fonction de s'ils sont des individus ou des organisations, de leur pouvoir d'agir, de leurs moyens, de là où ils se trouvent, de créer leur parcours d'engagement qui match avec eux, et donc on accompagne des citoyens, des entreprises, des collectivités locales à faire mieux ensemble pour vraiment avoir une société durable
allez, me rejoindre. J'ai un mini truc après, mais Bon. Ouais. Bon, je vais essayer de garder ma voix toute la soirée, donc je préfère le micro du coup. Donc le CBIOS, c'est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. On est un centre on pourrait dire, de recherche appliquée. Et on accompagne tant les industriels que les territoires à aller vers la transition écologique par la bioinspiration et le biomimétisme. Donc s'inspirer du vivant et des stratégies fabuleuses du vivant pour innover de manière plus durable. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc effectivement, nos 3 structures, on a cette chose en commun, c'est qu'on partage cette conviction que le vivant est fondamental et qu'on doit absolument le remettre au cœur de nos vies, dans de nombreux secteurs, mais dans notre façon de façonner les villes, si on veut les rendre plus résilientes, saines, inclusives et aussi désirables. Et bien sûr, on a cette urgence aujourd'hui de protéger ce vivant. Donc depuis 3 ans, on organise dans différents territoires, à Caen, beaucoup en Normandie, en région Île-de-France et aussi à Bordeaux depuis l'année dernière, des ateliers où on réunit des acteurs du territoire, des urbanistes, des acteurs publics, des architectes, etc. pour définir un peu les grandes problématiques à résoudre. Et puis ensuite, on organise des grandes journées d'intelligence collective où on réunit plein d'étudiants de disciplines différentes pour travailler sur ces problématiques avec le vivant et essayer de trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles solutions. On organise aussi plein de conférences. Et là, ce soir, c'est la dernière conférence de l'année 2024. On a fait aussi une conférence avec Gilles Boeuf sur tous les secrets du vivant. Et une conférence aussi avec Jean-Pierre Gou sur la fin de l'Anthropocène, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est la dernière conférence de ce cycle. Donc on est très content d'être là. Voilà, et donc on a aussi un site avec plein de ressources pour continuer à creuser cette thématique de la ville et du vivant qu'on va vous partager tout à l'heure. Et du coup, je propose à Agathe de vous faire un petit réveil pour vous réchauffer avant qu'on puisse démarrer notre conférence. On a toujours le micro. Ce ne sera pas à reproduire chez soi du coup, mais on aime bien savoir qui il y a dans la salle pour aussi, comme ça Olivier il peut adapter potentiellement ses questions et ses partages. À quel point le vivant, la thématique du vivant, ça vous parle de oui, ça me parle beaucoup, pas trop, ah non, ça me parle pas du tout, ça me touche pas du tout. Donc là je vais voir plein de pouces. Ça me permet de savoir, voilà. Donc à quel point la thématique du vivant, ça vous parle ou pas? Beaucoup? Pas du tout. C'est bon, t'es la bienvenue. Deuxième question, à quel point est-ce que vous préférez, là je vous demandais de vous lever ou de vous asseoir, enfin de vous baisser potentiellement, est-ce que vous préférez vivre en plein milieu du centre-ville de Tokyo, donc vraiment en pleine ville, tout ce qu'on peut vraiment très chargé, à je suis tout seul au milieu de la nature et vous adaptez votre échelle gravitationnelle en fonction de ma question. Je répète, est-ce que vous préférez vivre en plein centre-ville de Tokyo ou tout seul au milieu de la nature? Faites l'arbre. Ok. Encore une fois, pas de jugement, c'est vraiment pour savoir qui est en face de nous. Et dernière question. De 0 à 5, à quel point vous trouvez que le monde est pété? Donc, non, pardon, je reformule. 0, tout va bien. 0, c'est éclaté au sol, genre il n'y a rien qui va. 1, 2, 3, 4, 5, tout va super bien, c'est le meilleur des mondes. Vous me montrez vos mains. À quel point vous trouvez que le monde va bien? De 0 à 5, tout va bien. Moi, je mets 2. Ok, j'adore parce qu'on voit les différentes manières de faire des 1, 2. C'est tout pour moi. Ok, bah on a du boulot alors du coup. Hein. Bon, merci beaucoup, je suis super content d'être là ce soir avec vous. Moi j'ai une grande passion pour l'architecture
Et j'espère que et la bio-inspiration et le vivant, donc bon, j'espère que je vais vous faire passer un petit peu de ces inspirations ce soir. Et je vous propose de démarrer en fait par un petit jeu immersif avec voilà, un panorama d'images, d'illustrations de ce que pourrait être la ville vivante. Et en fait, j'aimerais que vous réagissiez à ces images. L'idée vraiment, c'est sur chaque image, imaginez que vous deviez les taguer sur Instagram. Ou voilà, quels mots-clés, balancez des mots-clés, qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis derrière, j'essaierai de vous raconter la petite histoire qui est derrière l'image, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que peut-être que vous allez aussi me dire, oui, je connais très bien ça, c'est tel truc, tel machin, tel endroit, etc. D'accord? Alors, je commence par une première image. Ville vivante. Mais alors, ville vivante, ça va dépendre des époques, des lieux, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Vous diriez quoi? Qui veut se jeter à l'eau? N'hésitez pas, parce que c'est le jeu. Ouais. Non, mais je dirais diamétralement opposé, mais peut-être des conditions un peu similaires l'hiver. Ouais, Islande. Pour ceux qui ont des très bons yeux, en fait, c'est marqué en dessous. Ouais. Et alors, sur le caractère vivant de cette image, et de l'habitation, de l'habitat, de l'environnement, qu'est-ce qui vous évoque le vivant sur cette image? Les toits, ouais. Parce que végétalisé, d'accord. L'environnement, ok. Très bien. L'épaisseur des pierres, pourquoi? Ouais. Et donc il y a une notion inertie d'isolation ou de protection. D'accord. Donc là, on est dans un environnement, effectivement, l'Islande, où il peut faire quand même très très froid l'hiver. Ça, c'est des maisons dont l'architecture date du 9e siècle. C'est-à-dire c'est une manière de construire qui est très très ancienne, qui est quasiment viking à l'époque, et où on voit très bien qu'effectivement, il y a des murs de pierre très très épais qui procurent une très forte inertie. On a effectivement la couverture de la toiture, on a une orientation au sud, on a du bois brûlé en façade, donc foncé, qui absorbe la chaleur, et on n'a que des ouvertures au sud. Et donc on est vraiment dans une optimisation presque bioclimatique de climat extrême, quoi. Donc là, on a une relation à la nature, donc en termes de ville vivante, qui est une relation de protection face aux éléments extrêmes, et en même temps, on voit une insertion qui est absolument démente, quoi. C'est-à-dire qu'en termes paysagers, c'est quelque chose d'assez magnifique à voir. Deuxième image. Qu'est-ce que ça vous évoque, celle-là? Ouais. Architecture vernaculaire. Pareil, dans les éléments en lien avec le vivant, avec la nature, qu'est-ce qui vous semble, comme mot-clé, qu'est-ce qui vous semble vraiment ressortir de cette construction, de cette architecture? Intégré, j'ai entendu, c'est ça? Ouais. Oui. Oui, alors troglodyte, effectivement. Est-ce que ça va procurer certaines caractéristiques, certaines propriétés? La fraîcheur, ou en tout cas une forme de régulation thermique, ouais. Pardon? Confort d'été. Ouais, protection, effectivement. Est-ce que quelque chose sur les couleurs vous parle ici, vous donne des indices? Ouais, la roche, la pierre, qui est similaire à la falaise. Donc on voit qu'en fait, il y a une optimisation constructive entre les espaces existants de la grotte, ça c'est effectivement le côté troglodyte, et les matériaux qui sont directement sur place. Et donc on voit une intégration par le matériau qui donne une forme d'unité et en même temps de sobriété à cette construction qui est assez fabuleuse. On voit la protection aussi au-dessus de la casquette de cette falaise. Donc l'abri, pareil. Donc il y a une forme de protection aux éléments
Mais on a également ce côté constructif, vernaculaire, local, intégré, ce jeu avec les éléments naturels pour profiter de leur présence, en fait, l'orientation, etc. J'aime beaucoup ces... Vous le connaissez, ces maisons ? Alors c'est marqué aussi, hein, c'est marqué en tout petit, mais bon, il y en a qui ont de bons yeux, qui doivent lire les lignes. Ouais, Indonésie. Ouais. C'est des maisons traditionnelles en Indonésie, en fait, sur une île qui s'appelle Sulawesi, qui est une île montagneuse. Et en fait, ces maisons s'appellent Tongkonan. Bon, ça c'est pour la culture. Et elles vous évoquent quoi, ces maisons ? Quand vous les regardez, pareil par rapport au vivant, à la relation au vivant ou à la nature. Pardon ? J'ai pas entendu. Ah ouais, on dirait des selles, effectivement. C'est pour ça que j'entendais pas. Je me dis, il dit bien ce mot-là ou... Ouais. Alors, en fait, pour la petite histoire, il y a beaucoup de symbolique derrière ces maisons, parce que ce ne sont pas juste des maisons d'habitation. Ce sont vraiment des lieux qui peuvent être des lieux de gouvernement, des lieux d'éducation ou des lieux d'habitation. Donc elles ont toutes des vocations différentes. Et en fait, la forme symbolise la pirogue, puisque en fait, cette tribu est arrivée sur l'île à une époque très lointaine en pirogue. Et donc il y a une symbolique qu'on n'avait pas tout à l'heure dans l'architecture purement vernaculaire. Hein. Il y a une symbolique derrière, et cette symbolique, elle va beaucoup plus loin, puisque en fait, sur toutes ces maisons-là, il y a des symboles qui sont des symboles colorés, sculptés, magnifiques sur ces maisons-là, qui dans le vocabulaire, dans la langue locale, je vais essayer de retrouver le nom que je m'étais noté, veut dire écriture. Et en fait, tous ces symboles racontent finalement la culture et l'histoire de ces peuples. Et ce qui émerge de ces contes, finalement, qui sont gravés sur ces maisons, c'est justement une relation extrêmement étroite avec les ancêtres et les esprits, donc qui sont devenus des esprits, et la nature et les esprits de la nature. Et donc on est dans une forme presque d'animisme et de panthéisme qui fait du bâtiment et de cette architecture un symbole, un lien, en fait, symbolique avec le passé et avec la nature. Avec les ancêtres, avec la nature. Donc on exprime déjà une dimension un petit peu supplémentaire. Oui, là je vous ai mis une image. On voit un peu combien c'est sculpté, dessiné, etc. C'est absolument magnifique. Bon alors ça tout le monde connaît. Hein. Ça vous évoque quoi là ? La méditation. Ouais, la méditation. Pourquoi la méditation ? C'est trop pacifique. Très pacifique ? Ouais, très bien. Qu'est-ce que ça vous est... Là, vous reconnaissez une architecture particulière, là, non ? Ouais. Zen, voilà, japonaise. Hein, on est à Kyoto, voilà. Et l'architecture japonaise, vous l'avez peut-être étudiée, mais effectivement, l'architecture traditionnelle japonaise hein, est très intéressante parce qu'en fait, elle s'appuie sur un grand respect de la nature. À travers, elle puise en fait ses racines dans la religion la plus ancienne du Japon, qui est le Shinto. Et dans le Shinto, dans les croyances Shinto, en fait, on le voit bien d'ailleurs dans les dessins animés japonais, il y a des esprits qu'on appelle les kami, et qui sont dans toute chose. C'est-à-dire que c'est à la fois dans les plantes, les arbres, les animaux, une pierre, un objet qui a une forme étrange, et en fait, il y a un énorme respect à travers cette religion pour les esprits de la nature. Et on le voit, en fait, la manière dont les maisons traditionnelles japonaises sont constituées. On voit derrière la nature sauvage, derrière, et on voit un espace intermédiaire qui est le fameux jardin japonais. Et le jardin japonais, les Japonais en prennent énormément soin parce que justement, ils veillent à ce que les kami s'y sentent bien. Et donc, ils l'agencent en permanence dans le respect du lien, finalement, de l'humain au non-humain. Il faut pouvoir accueillir dans cet espace intermédiaire les esprits de la nature. Voilà.
Donc il y a une forme de respect, et on voit une dimension là, une autre dimension qui s'ajoute, qui est celle de finalement d'une forme de religion, hein, que ce soit de l'animisme ou d'autres choses. Et là, le Shinto. Alors, s'ajoute à ça le bouddhisme et cette approche du vide dans le bouddhisme, hein, qui s'appelle le Bun. Alors le Bun, c'est pas le beau Bun qu'on va acheter au resto, hein, le Bun, ça signifie le vide. Et en fait, les Japonais font de l'architecture par le vide. On le voit bien là dans les maisons traditionnelles, hein, parce qu'on peut ouvrir complètement et moduler complètement les espaces. Et il y a un espace particulier que vous voyez ici. Je ne sais pas si quelqu'un a l'idée de l'espace dont je vais parler. Donc il y avait l'espace sauvage, il y a le jardin japonais, il y a l'intérieur, et vous avez un autre espace intermédiaire, qui est cette espèce de terrasse qui fait le tour de l'habitat, voilà, qui s'appelle l'engawa. Et l'engawa, c'est l'espace de contemplation, en fait, de la nature et des esprits de la nature. Donc on voit que rien que dans cette architecture, on a plusieurs couches qui traitent du lien et du lien spirituel. Donc il y avait cette notion tout à l'heure de zen qui a été évoquée. Voilà, du lien spirituel, pour le coup, qui se rajoute à la nature. On l'avait déjà un petit peu en Indonésie auparavant. Alors on reste au Japon. Et là, je ne sais pas si ça vous parle. Là, qu'est-ce que c'est ? Là, bon, ça vous évoque quoi là en termes de ville vivante ? Là, du coup, c'est un petit peu plus évident. C'est quand même pas commun, non ? Alors en France, c'est pas commun. Bon, on a beaucoup de chasseurs en France en même temps, mais en France, c'est pas très commun. Mais bon, dès qu'on va un peu aux États-Unis ou en Allemagne ou là au Japon, c'est vrai qu'on peut croiser des animaux sauvages. Je vous ai mis à la fin des ressources avec des documentaires où vous verrez un peu des documentaires qui sont tournés en ville sur les animaux sauvages en ville. C'est assez bluffant. Alors là, pour la petite histoire, au Japon, ces cerfs-là, c'est des cerfs qui s'appellent au Japon sika. Et dans les campagnes japonaises, parce qu'il y a aussi des chasseurs au Japon, comme ils faisaient un peu des dégâts dans les cultures, ils ont été éliminés à 50%. La moitié des populations ont été éliminées, sauf dans la ville de Nara, ici, où il se trouve que les Japonais de la ville de Nara, traditionnellement, pour eux, sont des animaux sacrés. Voilà. Donc, et bizarrement, les cerfs le savent, parce qu'ils sont partout en ville. Et vous pouvez les approcher, vous pouvez quasiment les toucher, ils sont partout. Et là, derrière ça, il y a une autre forme de relation à la nature en ville. C'est-à-dire que ça nous semblerait impossible. À Bordeaux, imaginez à Bordeaux, voilà. Peut-être qu'éventuellement, dans le jardin public, jardin botanique, on peut arriver à s'approcher d'écureuils, si on a de la chance. Mais bon, à part les chiens et les crottes de chiens, il faut dire que voilà, c'est un peu limité le contact animal. Donc voilà, ça ouvre une possibilité également en ville, hein, de se dire, c'est pas forcément que dans les zoos qu'on pourrait avoir des animaux sauvages. Est-ce que vous connaissez cette image ? Est-ce que ça vous parle ? Alors, là, on est un peu dans l'héritage de Frank Lloyd Wright. Donc Frank Lloyd Wright, ça vous connaissez. On pense tous à la Fallingwater House aux États-Unis, cette magnifique maison ouverte. Frank Lloyd Wright, c'était un des premiers architectes finalement. C'est lui qui a un peu inventé l'architecture qu'on appelle organique, qui a permis vraiment de magnifier un peu à la japonaise. Et d'ailleurs, Frank Lloyd Wright, en fait, avait eu cette révélation du lien homme-nature à une exposition universelle à Chicago où il avait découvert le pavillon japonais. Donc il n'est pas allé au Japon, mais il a découvert l'architecture japonaise qu'on a vue tout à l'heure à une expo universelle, comme quoi ça peut être utile. Et il a eu le déclic de cette architecture organique où effectivement on positionne le bâtiment au mieux par rapport à ses vues, par rapport à son implantation dans la nature, par rapport au son, au bruit de la nature, comme la Fallingwater House avec cette cascade. Et là, ici, on est sur la traduction de ça à l'échelle d'une ville par un architecte qui s'appelle Paolo Soleri, qui était un élève de Frank Lloyd Wright, et qui a essayé, à travers l'invention de ce qu'il a appelé l'arcologie, hein, l'architecture écologique, de concevoir une ville solaire, on parle aussi d'architecture solaire, la plus organique et la plus passive, écologique possible, au milieu d'un désert. Et on est vraiment aussi dans toute cette tendance dans les années 70,
des shelters, des bâtiments passifs, solaires, etc. Je vais peut-être accélérer. En même temps, c'est super sympa de se voir tout ça, hein, j'imagine. Hein, mais il faut qu'on aille au bout de la soirée. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous pouvez rester. 22h, 23h ça. Bon. Alors, je vais accélérer un petit peu. Vous connaissez cette image-là? Ça vous dit quelque chose, ça? C'est une référence assez connue. Qui connaît cette image? Ouais? D'accord. Allez-y, c'est quoi? C'est où? Ouais? C'est en Allemagne? Ouais, c'est marqué. Hein. Bon, d'accord. Je vais arrêter de poser des questions bêtes. Donc, c'est effectivement le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne. Alors, c'est un des premiers écoquartiers hein, dans les années 90. Ce qui est intéressant, le caractère vivant, en fait, derrière cette initiative, c'est plus la manière dont il était conçu, qui était assez nouvelle pour le coup, puisque le quartier Vauban a connu une très forte participation citoyenne au projet, avec la constitution de nombreux Baugruppen, hein, des groupes de construction, mais des groupes de citoyens. Donc en fait, les futurs usagers se sont réunis pour définir le cahier des charges et le programme de leurs futurs habitats. Et de manière un petit peu vindicative parfois, c'est-à-dire parfois au début en opposition avec l'aménageur, en opposition avec la municipalité. Et petit à petit, effectivement, s'est constitué un vrai dialogue. Et ils ont pu même étendre ces Baugruppen à ce qui s'est appelé le Forum Vauban, qui était un forum qui rassemblait 300 à 400 membres, c'est-à-dire les futurs habitants, mais aussi tout le voisinage. Et donc l'ensemble du voisinage immédiat a défini le programme de son habitat, et ça a mené déjà à l'époque en fait à tout un tas d'optimisations sur déjà la possibilité de mettre en commun, vous voyez par exemple toute la production d'énergie, mais aussi tout ce qui est buanderie, également des communs en termes de parking, de partage, etc. Donc c'était à la fois très ambitieux et très novateur pour l'époque, notamment dans la manière. Donc là, le côté vivant, finalement, il est plus dans le social, et on le voit aussi dans différentes initiatives qui ont pu émerger. Alors vous connaissez beaucoup mieux, bon là on est à Paris avec Ground Control, hein, donc toute l'émergence à cette époque, dans les années 2000, des tiers-lieux, aujourd'hui qui sont devenus voilà, un vecteur de sociabilité et donc de vie finalement, hein, de ville vivante au sens de la sociabilité, de l'innovation, de l'échange, etc., notamment auprès des jeunes, auprès des start-upers, auprès des artisans, des créateurs, etc. On est vraiment dans le cœur de l'émergence de la creative class de Richard Florida, quoi, hein, ces structures qui permettent l'émergence de cette classe créative. Autre image aussi, ça vous parle cette image? Là c'est marqué tellement petit et tellement blanc sur blanc que j'ai peut-être une chance de poser mon quiz. À votre avis c'est quoi déjà? Jardin partagé, oui. C'est une ferme urbaine en fait, c'est le début d'une ferme urbaine, c'est à Roubaix. C'était sur une ancienne friche qui devait être développée par un aménageur en mode logement bien serré. Et en fait, il y a une coopérative là-bas alimentaire, un restaurant qui s'est installé avec voilà, restauration, espace de coworking, location de salles, etc. Qui a commencé à mettre des bacs, mais vraiment en mode on s'installe, quoi. Des bacs potagers. Ils ont monté une association qui s'appelait les Paysans Urbains avec d'autres collectifs. Et puis petit à petit, ça a fait tache d'huile. Et puis à un moment, ils se sont mis à discuter avec la métropole, métropole de Lille, Eurométropole de Lille et surtout la ville de Roubaix. Et puis voilà, ils ont eu, les élus ont eu l'intelligence, je dirais, de ne pas renverser la chose, de ne pas faire table rase et au contraire d'aider au final l'émergence de ce lieu. Et aujourd'hui, de quelques bacs, on passe à 6500 m² de ferme urbaine en plein cœur de ville, avec toutes les aménités qui vont avec, hein, le lien social. On voit ici le petit garçon avec un papy qui fait du jardinage, mais aussi de la vraie production locale pour le restaurant, des îlots de fraîcheur pour le quartier qui était quand même assez minéral, et puis un traitement de l'eau aussi, un traitement des déchets, etc. Voilà, toute une initiative assez intéressante. Voilà le petit logo qui apparaît. On est sur le même type d'initiative, mais à la campagne. On peut dire que bon, la ville, c'est peut-être aussi la
la ville à la campagne. Il y a des théoriciens qui disent que la ville du futur, ce sera peut-être une diaspora de hameaux, de néo-ruraux, en mode éco-village, éco-habitat, etc. Regardez la coopérative Les Oasis, hein, si vous voulez la carte de toutes les initiatives des éco-habitats en France, c'est franchement, aujourd'hui, très impressionnant, ce qui était complètement anecdotique il y a encore quelques années. On sent qu'il y a une lame de fond, hein, et c'est pas depuis le film de Cyril Dion, hein, c'est vraiment une lame de fond aujourd'hui, ces initiatives. C'est un nouveau mode de vie participatif, de cogestion avec des nouveaux modes de gouvernance partagée, sociocratie, holacratie. Il y a un nouveau mode de vie qui s'invente dans les campagnes à ce niveau-là. Alors là, vous connaissez forcément, non? On revient à de l'hyper local. Bon, voilà, Ginkgo, vous connaissez. Vous connaissez l'actualité de Ginkgo. Il y a eu des plus, il y a eu des moins. Il y a eu des balcons qui sont écroulés. Voilà. Il y a eu quand même une utopie, une belle utopie, je pense aussi, derrière Ginkgo, de faire. Le terme, c'était vraiment l'écoquartier vivant, quoi. Hein. Donc, vivant par la présence de la nature, etc. Aujourd'hui, on voit que la vie, en fait, sociale, a du mal à y prendre. Et ça interroge aussi sur toute cette démarche des écoquartiers. On a vu des initiatives auparavant qui sont plus des initiatives émergentes. Là, on est dans des initiatives qui sont plus des initiatives descendantes et puissantes d'aménagement. Il y a peut-être quelque chose à trouver au milieu, quoi. Alors là, on se rapproche encore plus. J'y étais tout à l'heure, mais moi à Darwin, là, et je crois que des collègues de Novatec n'étaient pas très loin du côté de Stalingrad. Qu'est-ce que vous reconnaissez un peu cette image? Est-ce qu'elle vous évoque quelque chose, cette image? On arrive à la fin du panorama. J'espère pas de la conférence, mais est-ce qu'elle vous évoque quelque chose un avis, une opinion, une émotion, un mot-clé, un avis personnel? Qui veut ça? Ouais. Zach Bastide-Nil. C'est intéressant sur la démarche de travailler avec la projection du soleil. Parce que là, il y a quelque part, toute la pluviométrie de toute la ZAC entière a été taillée face à le nord avec la position des photovoltaïques et le sud, la livrée du soleil dans les rues. Et c'est vrai, ça peut donner après des infrastructures super complexes. Mais c'est vrai que les rues sont beaucoup moins étouffées parce que les bâtiments, même si les bâtiments présents, les rues sont beaucoup moins étouffées. Par contre, ce qui est un peu dommage dans mon point de vue dans cette ZAC, c'est qu'ils sont imposés, plutôt que de donner un gabarit maximal à ne pas dépasser, ils sont imposés le gabarit. Ce qui est intéressant de dire, bon, vous ne pouvez pas le dépasser, donc vous faites surtout la lumière, mais si vous faites de toiture plate, ce n'est pas grave. Or, là, ils ont voulu aller jusqu'au bout de la démarche architecte urbanistique. Et donc ça, parfois ça donne des écoles. Là, c'est pas mal, mais un peu plus loin, il y a la crèche de la rue Hortense, ou l'école maternelle, dans laquelle finalement la forme triangulaire, c'est une structure métallique qui ne sert pas à grand chose, ça sert juste à donner la forme. D'accord. Donc il y a une recherche en fait finalement de l'intégration de la forme du bâtiment par rapport à l'héliodon, quoi, hein, par rapport au rayonnement solaire, pour optimiser la captation de la lumière naturelle, pour éviter de trop grandes ombres portées, etc. Donc il y a une démarche assez technique sur l'intégration solaire, on va dire, du bâtiment. Après, dans une logique d'urbanisme, ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on a deux approches vraiment assez différentes. À droite, on a Darwin Écosystème, phénomène un peu émergent, un peu à la manière de la ferme du Trichon à Roubaix qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a un programme sur la ZAC qui est plutôt de l'ordre de Ginkgo en termes de gouvernance et de démarche d'urbanisme. Il se trouve qu'il y a eu un conflit entre les deux, hein, tout le monde est au courant ici dans l'actualité. Voilà, que ça s'est traité devant les tribunaux au final, etc. Et pareil, on se dit que là encore, il y a peut-être une logique intermédiaire à trouver entre cette logique encore d'urbanisme descendant et puis cette logique émergente qui émerge un petit peu partout aujourd'hui, d'initiatives plus citoyennes et populaires. Alors ça vous évoque quoi? Qui connaît cette image? Ouais. Je vous en prie. Vas-y.
Alors ça, c'est quand même présenté comme le summum de la ville durable. Voilà. Bon, ça porte bien son nom, hein, ça s'appelle The Line. Après, bon, quand on sait que c'est Mohamed Ben Salman qui a initié ce projet, bon, on peut imaginer, voilà. Alors, en quoi, selon vous, cette ville est durable? si on peut essayer de trouver. Non, il n'y a pas de... Si? Quelque chose? Bon, les arguments, là, en fait, c'est la densité. C'est-à-dire que plutôt que de mettre 10 millions de personnes, parce que ça va contenir 10 millions de personnes, hein, ce petit bâtiment. Voilà, il faut voir l'échelle. Hein. L'échelle, en fait, ça fait 500 mètres de haut, ça fait plusieurs kilomètres de long. Il y a je ne sais pas combien de dizaines, centaines de Central Park sur le toit. Voilà. Et c'est en construction, c'est-à-dire que c'est pas juste une image délirante, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que dans les années 60, on avait Super Studio qui avait fait une image comme ça, mais c'était justement pour se révolter contre ce type d'architecture. Là, ils ont pris le truc à la lettre, quoi. Voilà. Voilà. Alors, en fait, si on imaginait l'intensité carbone matière énergétique juste pour le bilan carbone, juste pour la construction de ce truc, quand on sait déjà que Burj Dubaï, vous savez, une des plus grandes tours du monde, là, vous avez eu des centaines de milliers de tonnes de sable qui ont dû être amenées pour faire le béton de Burj Dubaï depuis l'Australie, ce qui a quasiment affaissé des plages en Australie. Bon, là, à cette échelle-là, on se demande ce qui va se passer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'imaginaire, pour beaucoup, en fait, hein, de ce qu'est la ville durable. Hein, c'est-à-dire que nous, ça nous semble ici complètement délirant, mais en fait, hélas, il y a quand même beaucoup de gens qui... Alors là, bon... Là, on n'est plus dans la réalité, on est dans la science-fiction. Hein. Je ne sais pas si certains sont allés au cinéma il y a quelques années. Bon, c'était en 2013, je crois, quand même. Hein. C'était il y a une dizaine d'années, ce film de science-fiction. Ça vous parle, non? Quelqu'un l'a vu? C'est avec Brad Pitt, Jodie Foster, non? Elysium. Et dans Elysium, en fait, c'est un film de science-fiction complètement dystopique, où la Terre s'est complètement écroulée et en gros tous les pauvres vivent sur Terre dans un environnement absolument délabré, et les riches, un peu à la Elon Musk, hein, qui a été promu récemment. Là. Alors eux, ils sont dans une station orbitale absolument géniale, avec voilà, comme ça la nature sous cloche, dans une espèce d'énorme donut qui tourne sur lui-même pour recréer de la gravité. Et ils ont leur villa, leur palace, leurs aménités comme ça dans l'espace, comme ça ils sont tranquilles, ils ne se mélangent pas avec la plèbe. Voilà, donc tout ça c'était le petit panorama sur... voilà, bon je pense qu'on a complètement explosé le compteur. Ouais, voilà, c'est bien. Du coup on va accélérer. Merci pour vos réactions. Ce que j'aimerais faire avec vous, on va essayer de passer là-dessus rapidement, parce que j'aimerais aussi qu'on ait un peu des temps de questions-réponses. Je vais d'abord vous faire un petit focus sur notre mode d'urbanisme et d'urbanisation aujourd'hui. C'est quoi la ville? C'est quoi les... Mais vraiment en prenant du recul, hein, avec la vue de l'aigle, c'est quoi les grosses tendances à l'œuvre en termes de fabrication de la ville à l'échelle planétaire. Et vous allez voir, ça porte bien son nom. Une petite prise de recul sur la relation homme-nature. Un petit focus derrière sur la nature du vivant. C'est quoi le vivant? Parce que si on parle de ville vivante, il faudrait peut-être commencer par savoir ce qu'est le vivant. Et puis après, on va parler de biomimétisme et on va voir comment, en gros, certains principes du biomimétisme aujourd'hui peuvent être appliqués sur des projets. Et puis les ressources, je pense que la présentation sera à disposition. Vous pourrez les consulter par la suite si vous voulez aller plus loin. Alors la ville contre nature. Est-ce que le petit film fonctionne? Ouais. Donc là, quand on prend un petit peu de recul, hein, si on se place à la hauteur d'un satellite, avec les images de la NASA, là, on comprend quand même mieux le phénomène de croissance urbaine qui s'est produit ces 250 dernières années. Ici, vous avez la vue sur Baltimore, aux États-Unis. Vous voyez, ça a été reconstitué donc, avant l'âge des satellites, hein, de 1790 à 1990. Et vous voyez, il y a quasiment un côté organique au développement de cette ville. On a l'impression d'avoir des bactéries ou des champignons qui
qui se développe sur le territoire. Et en fait, ça reflète vraiment ce qui s'est passé à peu près partout sur la planète. Si vous remontez en 1700, sur toute la Terre, il y avait 650 millions d'habitants. Voilà, on est 10 fois plus aujourd'hui. Mais sur ces 650 millions d'habitants, il y avait 7% de citadins, il y avait 45 millions de citadins. Et les cités, c'était quand même des toutes petites cités. En 2007, c'est un chiffre clé 2007, pourquoi? Une année clé, vous savez pourquoi? C'est l'année où la population urbaine a dépassé la population rurale. Et effectivement, en 2007, donc on avait multiplié par 10 la population de la planète, 6,4 milliards d'humains, mais la population urbaine, elle était passée à 3,3 milliards quand même. Donc cette croissance, elle s'est manifestée. Et en 2050, c'est dans pas longtemps, 2050, la population urbaine, elle représentera 65%, donc les 2/3 de la planète. C'est-à-dire, en gros, la population de toute la planète aujourd'hui, 6 milliards, puisque normalement, on devrait être 9 milliards et quelques, s'il ne se passe rien de trop grave d'ici là. Donc, comme le dit Jérémy Rifkin, on est vraiment rentré dans l'époque, dans l'âge de l'homo urbanus. On est tous plus ou moins des urbains, et même les urbains qui s'installent à la campagne, comme moi, on les appelle les néo-bobos ruraux. Donc, bon, on n'est pas vraiment ruraux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur toute la planète. Ça donne quoi en termes d'urbanisation? Ça donne, par exemple, cette photo de Los Angeles. Ça donne des mégacités. Les mégacités, c'est des villes de plus de 10 millions d'habitants. Il y a bientôt 37 mégacités sur la planète, dont alors carrément dans le lot de tête 9 mégapoles qui dépassent 20 millions d'habitants. Et on assiste aussi, si on prend un petit peu de recul, à des tissus urbains ininterrompus. Si vous prenez par exemple justement du côté toute l'agglomération Boston-Washington, vous avez 800 km de conurbation quasiment continue et vous avez 44 millions d'habitants. Au Japon, c'est pire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la Taiyo Belt au Japon, sur toute la côte japonaise, vous avez 80% de la population dans une espèce de conurbation continue. 105 millions d'habitants. Si vous regardez, si vous zoomez en Chine, sur les 4 clusters là, de mégacités chinoises, chaque cluster, c'est 100 millions d'habitants. Oui, donc, nous en France, voilà, 60 et quelques millions d'habitants. Sur toute la France, là, vous avez un cluster, c'est 100 millions d'habitants. Et on est sur un PIB de 2000 milliards de dollars par cluster, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une concentration économique aussi très très forte. Si on prend encore du recul, on voit que ce mouvement d'étalement, à la fois concentration et étalement urbain, au niveau de la planète, il se double d'un développement de la connectivité entre les villes. Quand on regarde les chiffres, en fait, vous avez, c'est des chiffres étourdissants, vous avez 64 millions de kilomètres de routes, 2 millions de kilomètres de pipeline, 1 million de kilomètres de câbles internet, enfin, je veux dire, entre ces grandes zones urbaines, on a effectivement ce réseau qui se met en place. Et jusque dans l'espace, et ça c'est des images qui font un peu flipper en fait. Alors évidemment les satellites sont grossis, et ces images datent déjà un peu, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui grâce à Elon Musk. À cette époque, il n'y avait que 4500 satellites opérationnels autour de la Terre. Voilà, bon, Starlink en prévoit 42 000, donc voilà, au rythme de 50 satellites lancés par semaine. Mais vous avez déjà 30 000 débris spatiaux de plus de 10 cm dans l'espace, 300 000 de moins de 10 cm. Donc, en grossissant un peu l'image, voilà aussi jusqu'où va la technosphère. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une démarche, une logique, je dirais, de développement urbain, quand on prend du recul à l'échelle vraiment de ce que voient les satellites et de ce qu'on verrait au niveau planétaire, d'une tâche urbaine qui se déploie comme ça partout, qui se connecte, et on a aujourd'hui l'émergence, comme le dit comment il s'appelle, Parag Khanna, qui est chercheur à l'université de Singapour, là, qui travaille sur l'interconnectivité de ces grands centres urbains internationaux. Lui, il parle de l'avènement d'un monde globalisé, où il y aura plus que 50 mégacités, hyper connectées, qui auront plus de pouvoir que les États, parce qu'elles auront plus de pouvoir économique, politique,
de recherche, d'innovation. C'est déjà le cas aujourd'hui, quand on regarde les 50 plus grandes villes du monde. Et il parle de notre espèce comme devenue, espèce humaine, l'hémoglobine d'un organisme qu'est la ville. C'est-à-dire qu'en fait, la ville est vivante, mais alors qu'elle vit. On devient nous finalement l'hémoglobine de ces organismes qui se développent selon des règles qui finalement nous échappent. Pas au niveau micro, pas au niveau de l'aménagement de tel bâtiment, tel quartier localement, mais quand on prend ce recul au niveau global, on arrive à ce type de développement qui nous dépasse complètement. Alors évidemment, il y a un impact environnemental, et ça, vous le connaissez par cœur, je vais peut-être passer plus vite. Les villes qui occupent quand même que 2% malgré tout de la surface de la planète, elles exploitent quand même un tiers des surfaces agricoles de la planète. Donc ça, c'est vraiment l'approche par le métabolisme urbain des villes. C'est au-delà de l'impact local de la ville, c'est qu'est-ce qui nourrit la ville et qu'est-ce que rejette la ville dans son environnement. Les bâtiments à eux seuls, c'est 40% de l'énergie globale, 40% des émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, vous avez un biologiste qui, dès 1915, Patrick Guedes, un biologiste passionnant, qui a étudié justement le mode de développement urbain avec son regard de biologiste, donc comme un organisme vivant. Et ça a donné lieu par la suite à toutes ces approches du métabolisme urbain, qui ont été repris par exemple par Sabine Barl ou des chercheurs de ce type-là. Et effectivement, c'est assez effarant. Il y a un travail qui a été fait dans les années 90 sur le métabolisme urbain d'une ville d'1 million d'habitants. Et en fait, une ville d'1 million d'habitants, ça va consommer par exemple 330 semi-remorques de combustibles fossiles par jour. 320 000 tonnes d'eau, donc 9 000 semi-remorques d'eau, etc. C'est-à-dire que, pareil, si on prend un peu de recul sur le métabolisme de l'organisme urbain, ça a un impact considérable, et pas que local, c'est tentaculaire derrière, par rapport à ces chaînes de fourniture, d'alimentation, etc. Donc l'acte de développement urbain local, en fait, a un impact global. Et on le voit, alors, concernant les matières premières, les 2/3 des minerais non métalliques extraits pour la construction, donc les 2/3 des minerais métalliques sont extraits pour la construction. Ça représente 4 tonnes par personne et par an, mais au niveau de la population planétaire. Alors évidemment, il y a des populations qui consomment un peu moins de matière que d'autres, donc vous imaginez un petit peu, à la fin de l'année, c'est comme si pour votre besoin, alors mutualisé au niveau de notre société, vous aviez eu à aller chercher dans les mines 4 tonnes de minerais pour construire la ville ou rénover la ville. L'impact matériel est aussi énorme. Bon, tout ça vous connaissez, et ce qui évidemment nous attriste le plus aujourd'hui, c'est qu'on sait, à travers les rapports de l'IPBES, le GIEC du climat, que l'extractivisme et le productivisme qu'on a vu avant à l'œuvre, l'intensité matière, l'intensité énergie qui est à l'œuvre dans la construction notamment, c'est la cause de 90% de la perte de biodiversité. Donc dans le rapport de l'IPBES, les principales pressions aujourd'hui sur la biodiversité, c'est la destruction ou la fragmentation ou la pollution des habitats écologiques. Et c'est à la fois le fait de l'extension de la ville, l'artificialisation des sols et l'extension de la ville, et en même temps l'impact à la source sur tout ce qui est extractif. Donc aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous rappeler les chiffres, c'est assez dépressif, donc on va passer là-dessus. 60% quand même de la vie sauvage disparue ces 40 dernières années. Voilà. Alors d'où vient finalement ce mode de développement ? Je ne veux pas que vous sombriez dans la solastalgie totale là, et qu'on parte tous déprimés ce soir. Il y a de l'espoir quand même, heureusement. Mais je pense que pour arriver à trouver une solution à ça, il ne faut pas rester uniquement au niveau technique. On a souvent tendance effectivement à se dire, avec notre bagage cartésien ou une formation d'ingénieur ou d'architecte même, qu'on va solutionner ça par la technique, on va trouver la technique qui va permettre de résoudre ce problème. Généralement, quand on approche la solution par la technique, souvent on déplace le problème. Et donc en fait, la réflexion profonde à mener par rapport à ça, c'est d'où nous vient finalement ce mode de faire, cette déconnexion avec les lois de fonctionnement du vivant et de la nature. Et vous avez dû lire des ouvrages un peu historiques comme Sapiens de Harari ou des ouvrages comme ça qui vous parlent un petit peu de la révolution humaine, notamment du néolithique.
Le premier acte de cette pièce de déconnexion de la nature, c'est la révolution néolithique. C'est à partir au moment où le climat commence à devenir un peu plus tempéré, où l'homme se sédentarise, parce qu'il a compris qu'il pouvait cultiver sa nourriture et qu'il pouvait élever les animaux. Et à travers cette sédentarisation se pose tout de suite la question du contrôle des animaux, du contrôle des espèces végétales et des espèces animales. Et d'une certaine manière, d'une forme de supériorité, de maîtrise et de supériorité. Et ça, c'est une posture qui va être encore amplifiée par la religion judéo-chrétienne. Pas par toutes les religions, on va le voir, mais par la religion judéo-chrétienne. Hein, dans la Genèse, on le sait, Dieu a placé l'homme au sommet de la création. Et Dieu a l'injonction de dominer le monde. Et donc on est vraiment dans cette conception encore plus anthropocentrique du monde, comme l'homme dominant, séparé de la nature. Et ça, culturellement, c'est en nous tous, hein, même les plus écologistes d'entre nous, quelque part, on parle de nature comme quelque chose d'extérieur à nous, aujourd'hui, très naturellement. Et alors le coup de grâce, ça a été évidemment avec Descartes, hein, alors Galilée déjà dans un premier temps, et puis Descartes, qui est quasiment son contemporain, juste après, vous connaissez tous le cogito ergo sum, hein, je pense donc je suis, donc la supériorité de l'esprit sur la matière et sur la nature. Et puis dans l'ouvrage que je vous mets à droite, de l'âme des bêtes, il faut quand même lire le sous-titre, hein, où après avoir démontré la spiritualité de l'âme de l'homme, c'est nous, l'on explique par la seule machine les actions les plus surprenantes des animaux. Voilà. Donc ça, c'est l'approche mécaniste de la nature. Toute la nature n'est que mécanique animée. Voilà. On est loin de ce qu'on avait vu en tout début dans notre panorama. Et en fait, nous, aujourd'hui, on est les héritiers de ces révolutions. On est les héritiers du néolithique, on est des héritiers judéo-chrétiens, on est des héritiers de Galilée et de Descartes. Et profondément en nous, on est, d'une certaine manière, on réagit en séparation de la nature. Et ça, c'est le lien qu'il faut soigner profondément, en fait. Il y a quelque chose à retisser ici d'essentiel, qui est de l'ordre culturel, et qui, si on ne le fait pas, nous amènera toujours à penser techno-solutionniste. Et on voit aujourd'hui, hein, les Jeff Bezos, les Elon Musk, etc., où ça mène, le techno-solutionnisme. Je ne fais pas le procès de la technique, on va le voir. Il y a des très très bons emplois de la technique. Simplement, il faut qu'elle se fasse effectivement d'une certaine manière. Alors, effectivement, toutes les civilisations ne sont pas dans cet état d'esprit, hein, cette vision du monde cartésienne, judéo-chrétienne, elle est quand même très occidentale. Et elle est opposée à des exemples qu'on a vus tout à l'heure, d'animisme, de panthéisme, de panenthéisme, des cultures des peuples premiers, les Inuits, les aborigènes, les Maoris, etc. En Amazonie, par exemple, dans beaucoup de tribus amazoniennes, comme les Yanomamis ou les Kayapos, vous avez eu d'ailleurs quelques interventions à Darwin et témoignages hyper intéressants là-dessus. C'est Hervé Covès, qui est un agronome que je vous conseille, vous mettez Hervé Covès sur YouTube, vous allez voir, vous allez être fasciné. C'est un frère franciscain qui est agronome, expert des champignons et des sols vivants. Enfin, c'est un personnage assez étonnant. Il rapportait dans un bouquin, là, dans la préface d'un bouquin, qu'en Amazonie, les enfants, au milieu du bruit de la forêt tropicale, parce qu'il y a une véritable cacophonie encore dans les forêts tropicales, arrivent à entendre le son que fait la plume du grand haras bleu, le haras hyacinthe, quand le haras, en se posant sur une branche, perd une plume. Donc dans le bruit ambiant, c'est comme si là, au milieu de la circulation, vous arrivez à reconnaître le bruit que fait une plume en tombant. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ces plumes sont... Les oiseaux sont d'ailleurs un peu en voie de disparition. Ils sont très rares, les plumes sont de plus en plus rares, et c'est des plumes qui sont utilisées dans les cérémonies, dans les tenues d'apparat, etc. Et quand un enfant arrive à récupérer une plume, c'est la fête au village. Et ce sens qu'ils ont affûté, en fait, hein, de navigation, de pistage, d'écoute et de connexion au vivant, c'est pas avec le néocortex qu'ils le font. Ils sont immergés, ils vivent la nature de l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est des cultures en fait que nous, on a complètement oubliées. Alors, comment revenir à ça ? Comment essayer de revenir à ça ? Je pense que... Tu me fais les gros yeux, hein. Là, je crois que... Ah ouais, d'accord. Bon, on va continuer d'accélérer. Je
je pense qu'avant de parler de ville vivante, bon, déjà il y avait cette étape de reconnexion presque culturelle et philosophique. Je pense que ça interroge chacun de nous à l'intérieur, de réfléchir à ça. La deuxième chose, c'est de comprendre comment fonctionne le vivant. Alors, qui connaît... Est-ce que ça vous parle, ce schéma? Parce que là, on revient au cours. Je vois mon fils est en 4e, ma fille en 6e. Ouais, c'est à peu près ce qu'ils étudient au collège. La biodiversité. Dans biodiversité, c'est facile comme terme, a priori. Bios, la vie en grec, diversité, très bien. Jusque-là, on a compris. En fait, quand on rentre un peu dans le détail, c'est déjà un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que vous avez 3 niveaux de biodiversité. Le premier niveau, celui qu'on connaît tous, c'est la diversité des milieux. La diversité des milieux, une mangrove, une forêt tropicale, une zone humide. Voilà. À chaque fois, dans un écosystème, vous avez un ensemble d'espèces assez homogènes qui ont des relations particulières, coopération, symbiose, prédation, complémentarité, assistance, etc. Écosystème des milieux. Il y a un deuxième niveau qu'on connaît aussi pas mal, qui est la diversité des espèces. On a répertorié près de 2 millions d'espèces qu'on a décrites aujourd'hui. Donc les naturalistes du Muséum national d'histoire naturelle, etc., travaillent à décrire dans différentes zones naturelles les espèces. En fait, on pense qu'il y en aurait à peu près 11 millions. Donc sur les 2 millions, on a encore du travail à faire. Le problème, c'est que, bon, on l'a vu tout à l'heure, il y en a beaucoup qui disparaissent, donc je ne sais pas si on arrivera à les décrire avant qu'elles ne disparaissent. Mais en l'occurrence, ce que ça veut dire, c'est qu'on en connaît très très peu, et que sur ces 2 millions d'espèces en fait décrites, la moitié sont des insectes, et vous avez 5500 mammifères, dont l'homme. Voilà. Donc en fait, le plus gros de l'inconnu, c'est les champignons, c'est les bactéries, c'est les virus, c'est les insectes. Voilà. Et puis, la diversité la plus importante, c'est la diversité qu'on appelle intraspécifique. C'est la diversité de nos aspects, de nos gènes. Et pourquoi c'est la plus importante, surtout aujourd'hui à l'âge du changement climatique accéléré? C'est parce que c'est celle qui permet l'adaptation. Donc, un individu va exprimer certains phénotypes, c'est-à-dire certaines particularités en fonction des contraintes de son environnement. Et il va, de génération en génération, vont être sélectionnés des traits de cet individu dans une population qui vont être les mieux adaptés à l'environnement. Et donc, si vous avez une population pauvre en diversité génétique, population de spécimens pauvres en diversité génétique, elle aura très peu de capacité à s'adapter. Vous avez ce phénomène en ville, par exemple, notamment pour la flore urbaine, qui, du fait d'être dans des poches quand même très limitées, avec des problématiques de trame, souvent trame verte, parfois inexistantes, s'appauvrit de plus en plus, et donc en fait risque de ne plus être adapté à des changements trop rapides de ces espèces. D'où l'importance de faire des trames vertes et de connecter à la nature extérieure. Donc voilà, quand on rentre un peu dans la biodiversité, on se rend compte qu'il y a déjà différents niveaux. Vous avez aussi cette notion très importante que tout est relié, en fait. C'est des concepts que, pareil, les peuples premiers avaient intuitivement, savaient de manière complètement intuitive et qu'on a complètement oublié. Le vivant, c'est un tissu, il faut vraiment le voir comme un tissu. Et alors on se dit, oui, on perd des espèces comme si c'était des choses sur une étagère. Non, pas du tout. Tout étant relié, vous avez des espèces parfois plus importantes que d'autres, comme nos fameux castors, par exemple. Ils ont l'air sympathiques, ceux-là, non? Et donc vous avez des espèces qu'on appelait des espèces clés de voûte, ou des espèces ingénieurs, ou des espèces facilitatrices, qui sont d'autant plus importantes qu'elles vont façonner l'environnement dans lequel elles habitent. Alors vous avez cette fameuse histoire que vous avez dû entendre de la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. Vous aviez énormément de cervidés parce qu'il n'y avait plus de loups. Les cervidés avaient laminé entièrement la forêt, les arbres, tous les écosystèmes, au point que toute la chaîne alimentaire et toutes les espèces finissaient par disparaître. On a réintroduit quelques dizaines de loups dans les années 90. Tout l'écosystème a été régénéré. Les castors sont revenus, ils ont fait des zones humides, du coup, tous les oiseaux sont revenus autour des zones humides, etc. Les arbres qui étaient bouffés directement par les cervidés ont commencé à repousser, on a eu des arbres pionniers, etc. Donc, une espèce peut modifier des centaines ou des milliers d'hectares par sa présence ou son absence.
Et ces espèces clés de voûte, elles sont fondamentales. Voilà. Et puis alors, l'espèce qu'on connaît évidemment le moins, c'est les espèces qui sont sous nos pieds. Le sous-sol, on connaît moins notre sous-sol, notre sol terrien que le sol lunaire quand même. C'est pour vous donner une idée un petit peu d'où on en est dans la recherche. Vous avez tous cette image que dans une poignée de sols forestiers sains, il y a plus d'organismes vivants que d'habitants sur toute la planète. Donc voilà. Et en fait, le sol vivant, c'est la matrice de la vie. Le sol vivant, c'est là où vous avez tous ces petits organismes que vous voyez là, des champignons, donc des mycéliums, des bactéries, des algues, des protozoaires, des nématodes, etc. C'est vraiment le système digestif en fait de la Terre qui a plein de fonctions. Donc la décomposition, la création de l'humus, la minéralisation, la captation, la fixation de l'azote atmosphérique, la défense des plantes, le traitement des eaux, etc. Nous, le sol vivant, généralement, en fait, aujourd'hui, c'est la matière durable qui disparaît le plus vite. Et c'est la matrice de la vie sur Terre. Donc on s'intéresse, on l'a vu tout à l'heure, la disparition des espèces, quand vous voyez le rhinocéros blanc qui disparaît. Oui, on est extrêmement touché et on a raison de l'être. Mais le sol vivant qui disparaît, là c'est la matrice de la vie qui disparaît. Donc là on n'est même plus sur des quelques espèces clés de voûte. On est sur le support de la vie. Donc ça, en termes d'urbanisation, de zéro artificialisation nette, etc., quand on commence à passer le bulldozer sur une zone, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on avait le droit de le faire? On est dans une forme de scarification de la Terre, et la peau terrestre, c'est le sol vivant, et c'est souvent aussi la forêt qui est dessus. Voilà, et bien tout ça, si on reprend un angle très très anthropocentré, vous avez le WWF dans son rapport Planète Vivante, là, en 2018, qui montrait que ces services écosystémiques, dans les services rendus par la nature à nos sociétés, merci à elle, ça représente, si on met des chiffres dessus, 125 000 milliards de dollars par an, sachant que le PIB mondial, c'est 80 000 milliards. Voilà, donc en fait, la nature nous apporte plus de valeur par an que ce que nous, êtres humains, on produit en PIB mondial. Et alors vous avez, là c'était le WWF qui disait ça, vous pouvez vous dire oui c'est un peu tendancieux le WWF, ils sont un peu écolos. Vous avez un réassureur, le plus grand, Swiss Re, qui dans son dernier rapport, là, en 2023, a montré que 55% de ce PIB mondial dépend des services écosystémiques. Donc la pollinisation, la régulation du climat, la production alimentaire, la production de molécules, pour la santé par exemple, pour la pharma, etc. 55% du PIB. Donc quand on bousille nos écosystèmes, au-delà du mal qu'on fait à la mère nature, à tous les niveaux, spirituel, culturel, ou juste de l'existence des non-humains, en fait, on se tire une balle dans le pied, quoi. On scie vraiment la branche sur laquelle on est assis. Donc la question par rapport à ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour changer de paradigme? Comment est-ce qu'on peut faire pour changer de modèle? On a vu culturellement changer de modèle. On a vu, on connaît mieux le fonctionnement de la biodiversité. Il y a effectivement des grands principes. Il y a des lois du vivant. En fait, le problème, c'est que l'être humain, il triche. Voilà. On triche depuis le début avec les lois du vivant. On est des gros tricheurs. Et la question, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on veut continuer à tricher pour en profiter? Quand on triche, on gagne plus vite. Voilà. Bon, on fait perdre les autres, les non-humains. C'est pas grave, ils sortent de la table, tant pis. Là, on triche. Alors, pour pas tricher, il faut déjà connaître les règles du jeu. On a vu tout à l'heure où en est l'éducation aux sciences du vivant. Quand vous écoutez Marc-André Solos du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a monté une fondation sur le renforcement de l'éducation des sciences du vivant à tous les niveaux, primaire, secondaire, supérieur, en fait, ça s'écroule en France. Les programmes, on vide petit à petit les horaires, les contenus, etc., dans l'éducation des sciences du vivant. Bon. On devrait peut-être un peu faire exactement le contraire. Donc lui se bat contre ça. Il y a des règles du jeu, il faut les connaître. Alors évidemment, on ne peut pas démarrer à parler de biomimétisme sans parler de Janine Benyus. Janine Benyus, écologue américaine dans les années 90, elle a fait le tour de toutes ces initiatives de chercheurs, d'industriels, d'innovateurs qui s'inspiraient du fonctionnement du vivant à toutes les échelles pour innover. Et effectivement,
son principe, ça a été de se dire, au plus notre monde humain fonctionnera comme le monde naturel, au plus on aura de chances finalement de survivre sur cette planète. Et encore, elle était encore dans ce dualisme. Hein. Au plus notre monde fonctionnera comme le monde naturel. Il faut aller un cran plus loin. Il faut se dire, au plus notre monde redeviendra naturel, au plus on aura des chances de survivre sur cette planète. Alors elle a mis au clair un certain nombre de principes. Il y a différents chercheurs qui sont allés sur d'autres principes. Il y en a 6, 8, 10, 12, bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comme ça quelques principes. Le vivant est toujours adapté aux conditions locales, par exemple, pour s'approvisionner en ressources, en matériaux, en énergie. Tiens, c'est marrant. C'était un peu ce que faisait l'architecture vernaculaire, par contrainte. Mais bon, peut-être que le biomimétisme, ça commence aussi à s'inspirer de l'humain pré-industriel. Donc parfaitement adapté aux conditions locales. Il n'utilise que des procédés de chimie douce. Hein. Tout le vivant, toute la biodiversité qu'on a vue tout à l'heure, c'est basé sur les six éléments chimiques les plus présents, les fameux SHNOPS, là, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Voilà, les 6 éléments les plus présents partout sur la planète. Toute la biodiversité, notre corps aussi, est construit à partir de ça. Alors nous, je ne vous raconte pas, entre les polluants éternels et toute la chimie qu'on a balancée dans l'environnement, je ne vous raconte pas effectivement toutes les molécules qu'on utilise. Je crois qu'on utilise tout le tableau de Mendeleïev. Évidemment, extrêmement efficace dans l'utilisation des ressources, matériel énergétique, modulaire, s'auto-assemble, s'auto-organise uniquement en fonction des besoins, s'adapte aux conditions changeantes, etc., etc. Vous verrez, dans les ressources, vous pourrez aller plus loin là-dessus, je passe. Ce sont les règles du jeu. Nous, à Cebios, sur la partie aménagement régénératif, sur la partie aménagement bio-inspiré, architecture bio-inspirée, donc à l'échelle de la ville, du bâtiment, des territoires, on va mobiliser aussi d'autres disciplines qui sont vraiment en écho avec le biomimétisme. La première, c'est la régénération, le régénératif. Donc comment régénérer le vivant. Là, on est dans un véritable changement de paradigme, c'est-à-dire que avec le technosolutionnisme, souvent, on reste dans faire un peu moins mal, hein. On essaie de maîtriser notre impact sur la planète. Là, on change de paradigme, on essaie de régénérer ces fameux écosystèmes qu'on a tant détruits. Mais au-delà des écosystèmes, ce n'est pas que les écosystèmes naturels, c'est aussi les écosystèmes humains, sociaux, en lien avec ces écosystèmes naturels. C'est un point aussi crucial. La deuxième discipline qu'on intègre, c'est la systémique, où c'est plus précisément le design de systèmes vivants. En fait, dans la systémique, on ne pense plus en termes d'objets, on pense plus en termes de relations et d'interconnexions à différentes échelles. Donc c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que souvent dans le projet architectural ou le projet d'aménagement, le projet de promotion immobilière, on va penser le projet. Allez, avec un peu de chance, dans une approche un peu plus contextuelle, on va regarder un peu le site voisin, les flux de mobilité, on l'a vu comme tout à l'heure, l'ensoleillement, des choses comme ça. Là, ça nous appelle vraiment à aller travailler l'intégration des échelles à beaucoup plus large spectre. Donc on est vraiment dans le travail des liens, des relations, de coopération et on va dire, de régénération du fonctionnement de ces systèmes à différentes échelles. Ça veut dire que si vous créez un objet qui aujourd'hui n'est pas connecté ou ne vient pas contribuer de manière positive au système supérieur auquel il appartient, cet objet, en fait, il ne va pas être régénératif. Et il y a très forte chance pour qu'il déprime, pour qu'il se déprécie. Voilà. Peut-être référence à Ginkgo là-dedans, intégration plus large, etc. Voilà. Question ouverte, hein, je n'ai pas la réponse, peut-être pas. Mais voilà, comment penser le projet de manière intégrée, de manière systémique à son environnement large. Et puis la dernière chose qu'on mobilise, c'est la coévolution. C'est-à-dire que un projet va être durable, va être vivant, va être reconnecté, régénérateur, si et uniquement si il se crée une coévolution positive, une coopération, comme dans le vivant, une symbiose en fait, une coopération positive entre la société humaine, donc à différentes échelles, les voisins, le quartier, la communauté, la ville, etc., et derrière les écosystèmes naturels qui les entourent. Ça ne peut pas être juste
un objet posé comme un ovni, voilà, ex situ, hors sol, quelque part, qui aura cette capacité, dans le temps long, de venir créer des dynamiques de coévolution positive. Et cette coévolution, pareil, elle se travaille. Alors, pour aller plus loin là-dedans, je vous inviterai à regarder les ressources que je vous partagerai. Hein. Au CBIOS, on a beaucoup travaillé avec l'Institut des futurs souhaitables sur un collectif qui s'appelle le Territory Lab, qui est un collectif où il y a énormément de choses en open source. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition tout un tas de référentiels, de ressources qui permettent d'approcher la ville et l'urbanisme de manière bioaspirée et régénérative. Vous avez d'ailleurs, fin novembre, mais bon, c'est plein là, l'Agora de la bioaspiration territoriale, peut-être quelques places éventuellement encore, avec 130 personnes qui travaillent de près ou de loin sur ces thématiques-là. Et puis vous avez également un autre framework hyper intéressant, américain, de Regenesis. Regenesis, c'est en gros les inventeurs du référentiel régénératif dans le monde. Ça fait 30 ans qu'ils le pratiquent et qu'ils l'appliquent. Moi, j'ai eu la chance d'être formé cette année à ce framework. Et là, on parle vraiment de systémique, de design de systèmes vivants et de coévolution positive. Voilà, je vous invite fortement à aller là-dessus. Alors, comment on s'applique? Et je terminerai là-dessus, hein, par peut-être le petit panorama de quelques principes. Voilà, allez, en 3 minutes, puisque c'est des choses qui seront à votre disposition par la suite. Alors là, c'est des exemples, on revient vraiment sur Terre, très concrets, des choses qui ont été réalisées. On a fait une espèce de petite étude, de petits benchmarks de plein de projets auxquels soit on a contribué, soit pas, mais où on a repéré qu'en fait, ils avaient mobilisé certains principes qui sont dans la roue que vous avez aperçue tout à l'heure, de principes du vivant. Vous avez par exemple la ferme du Rail à Paris, qui active un principe qui est de favoriser l'inclusion, la solidarité et miser sur la coopération. Ça, c'est un des 60 principes qui sont dans la roue qu'on a mis en place avec le Territory Lab. Concrètement, vous avez une programmation mixte, fonctionnelle, avec des acteurs locaux, avec des étudiants, avec de l'accueil social, avec de l'agriculture urbaine. Ça fait écho à ce qu'on a vu en introduction tout à l'heure. Et donc une initiative programmatique qui permet à ces populations de se mélanger, de se rencontrer, de travailler ensemble, d'imaginer des nouveaux modes de faire et d'habiter la ville ensemble. Rapidement, un autre principe, c'est vraiment un patchwork là, miser sur des éléments abondants et locaux, réutilisés. On est dans le réemploi de matériaux, on est dans le circuit court, on est de comment s'approvisionner très localement, comme le fait la nature ou l'architecture vernaculaire. Vous avez aussi, pareil, dans la réutilisation de la matière, ce projet de Patrick Bouchin à Roubaix, qui est très beau, où là, dans les extensions, notamment dans l'aménagement de combles de ces maisons typiques hein, de Roubaix, vous avez le réemploi de tous les matériaux, donc on est dans de la déconstruction. Donc là, on est sur le principe du vivant de modulaire, auto-assemblage, auto-organisation. Donc comment, en fait, modulariser dans la phase de déconstruction un bâtiment. Tout a été démonté, nettoyé, classé, stocké pour être ensuite réemployé dans les projets au niveau de la conception par les architectes. C'est des pratiques ça, qu'on vous enseigne aujourd'hui. Quelque chose de plus classique en termes de performance énergétique et en eau, mais qui a poussé la performance au maximum, qui est le bâtiment du Living Future Institute à Seattle aux États-Unis. Donc le Living Future Institute qui fait le Living Building Challenge, je vous invite à aller voir Living Building Challenge sur Internet. C'est le label qui est peut-être le plus exigeant aujourd'hui en termes de performance environnementale des bâtiments. C'est un label américain. Là, le bâtiment, voilà, il est autonome en eau, autonome en énergie. Il a fait l'objet d'ailleurs d'une étude super intéressante sur les externalités positives de ses performances, parce qu'on a vu qu'il y avait un surcoût de 15% pour mettre effectivement toutes ces techniques en place. Mais en fait, au niveau de la collectivité, il y a une économie phénoménale sur le traitement des ordures, sur la mobilité, sur le traitement des eaux, sur etc. Et donc, ça, démultiplié par un certain nombre de bâtiments similaires, la collectivité derrière pourrait faire des économies assez phénoménales. Donc toujours pareil, ne pas limiter l'analyse à l'objet lui-même, mais essayer de dézoomer en termes de système et de voir les externalités globales. Voilà, je vous passe différentes choses, coopérer avec les écosystèmes naturels.
Ça, j'aime bien ici. Pocheco, c'est un de nos sociétaires à la coopérative Cebios là, et partenaire. Dans le Nord, Pocheco, c'était un industriel qui a inventé, enfin qui était un fabricant d'enveloppes et qui a complètement révolutionné son processus industriel et son site industriel. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à transformer son site industriel pour minimiser au maximum ses impacts, voire devenir régénératif. Et ils ont dépollué tout leur site industriel avec des solutions de myco-remédiation, de phytoremédiation, etc. Et plutôt que de tout passer au bulldozer, de tout traiter chimiquement et de tout ramener, ou d'aller chercher du sol végétal ailleurs où il manquera, ils sont partis sur une démarche de temps long, donc avec des solutions basées sur la nature. Je ne sais pas si la boîte tiendra jusqu'au bout, c'est peut-être ce qui va nous arrêter. Et voilà, ils ont aussi beaucoup travaillé sur les connectivités. Donc, comment insérer leur site industriel pourtant dans des trams bleues, des trams vertes au niveau plus large du voisinage. Voilà, je vous passe des choses. Ça, c'est aussi un exemple super, la cité fluviale de Matra par Éric Daniel Lacombe. C'est comment tenir compte justement des forts aléas climatiques, et on l'a vu à Valence, hélas, ces derniers temps en Espagne, comment concevoir l'architecture pour prévoir finalement ces mouvements et ces phénomènes climatiques extrêmes en prévoyant l'étalement de l'eau, tout simplement, dans les zones urbaines sans que ça vienne détruire. Voilà. Bon, là, après, on était à des échelles largement supérieures. Voilà, donc quelques exemples comme ça. Et puis j'aime bien terminer par ce message, construire un tout généreux en service essentiel, miser sur la diversité. Je pense qu'à l'heure du Trumpisme, c'est pas mal aussi. Avec cet exemple de Philippe Madec, d'Éco-Village des Noé, prix Équerre d'argent 2018. Voilà, on est vraiment dans l'acte de générosité. Et c'est peut-être le mot-clé de la fin. C'est que la nature, en fait, quand on la laisse faire, la nature crée toujours des conditions plus propices à la vie. La vie, la règle du vivant, c'est la vie est généreuse. La vie crée sans cesse des conditions plus propices à la vie. L'homme a fait tout le contraire. Alors peut-être qu'il faudrait se réinscrire aujourd'hui dans cette logique de générosité. Voilà, je m'arrêterai là. Vous aurez toutes les ressources derrière à disposition et je suis preneur avant qu'il soit trop tard. N'hésitez pas. Réaction, questions, envie d'aller plus loin ou pas. Voilà, je suis à votre disposition maintenant, plus tard. Vous me dites. Et désolé d'avoir été un peu long quand même. Je fais ce que j'ai pu. Est-ce qu'on a bien l'inspiration à l'école? Il faut qu'on vienne, si ça vous intéresse. Oui. Merci pour la question. Nature, c'est marrant parce que étymologiquement, ça veut dire la naissance, mais ça veut dire en fait la naissance perpétuelle. Et donc, derrière la nature, il y a cette notion de naissance, renaissance, régénération finalement perpétuelle, évolution perpétuelle. Et on voit, c'est en fait la dynamique qu'il y a derrière la nature. Ça désigne bien ce qu'est la nature. C'est pas une nature figée, c'est pas une nature décorative, c'est pas un décorum. En fait, la nature, c'est la dynamique de l'évolution, c'est la dynamique de création de plus de vie. Complètement. En fait, on n'a fait que essayer de s'en séparer, voilà, comme on l'a vu, culturellement. En tout cas, certaines parties de la planète, mais un petit peu dominantes, hélas. Concrètement, voilà, il faut apprendre à redevenir nature. Vous savez, c'est marrant parce que avec notre partenaire, là, l'Institut des Futurs Étables, on fait des formations, des Focus Labs. On appelle ça Focus Lab. Il y a une Focus Lab territoire sur les territoires bioinspirés. Il y a une Focus Lab, d'ailleurs, je crois que c'est là. Il y a une Focus Lab biomimétisme. Et ça dure sur 5 jours. Il y a des parties en présentiel. Et il y a des phases, en fait, d'immersion dans la nature.
mais d'immersion par les sens, en fait, dans la nature. Quand vous prenez des gens, aujourd'hui, qui sont des professionnels de la ville, vous avez des architectes, des ingénieurs, des aménageurs, des promoteurs, vous avez aussi des industriels, parfois, etc., des constructeurs, des gens, voilà, quoi, enfin, les pieds sur terre, vous les amenez avec un écologue qui leur montre dans un site naturel comment fonctionne le vivant et qui leur explique comment ça se passe, vous avez des gens qui pleurent à la fin, quoi. Et vous avez vraiment des changements de posture de gens où vraiment vous croyez pas, enfin vous pensez pas que ça pouvait arriver, parce que ultra rationnel, ultra technophile, ultra, mais tout d'un coup on touche un point et on se dit que quand on fait ça, finalement on retouche notre essence quelque part. Elle est juste sous une carapace. Voilà, de toutes ces, de tous nos jeux techniques, cartésiens, réductionnistes, etc. Mais en fait, on a ça en nous. On est animal. On reste animal. Ouais, pardon. Il y avait une main là. Oui. C'est toi qui pique. Si vous voulez, vous pouvez faire comme on fait chez nous au Cébios. Le premier, il lève un doigt, le deuxième, deux, le troisième, trois. Alors, c'est comme sur Teams maintenant. Alors, est-ce qu'au final, aujourd'hui, justement, ce qu'on essaye de faire en végétalisant les centres-villes, par exemple, ou en végétalisant les villes, c'est pas un peu mettre la poudre aux yeux et juste dire qu'on va en fait faire rentrer la nature dans la ville, alors qu'en fait, on a totalement supprimé des villes. Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser à réduire ces villes-là et essayer de se réinsérer un peu partout ailleurs dans la nature, plutôt que juste se dire on va essayer de ramener une nature dans la ville qui n'en fait plus. Alors je pense que ça dépend vraiment du comment. Ça dépend vraiment du comment on le fait. Un arbre en ville, vous savez la durée de vie moyenne d'un arbre en ville? Un arbre, c'est censé vivre plusieurs centaines d'années quand même, on est d'accord? Un chêne, entre 40 et 50 ans. Voilà, un arbre en ville entre 40 et 50 ans. À Paris, la nuit, vous avez souvent un balai de camions, et puis vous réveillez le matin, et puis vous avez des jeunes plants. Alors vous avez des grands arbres qui ont disparu, puis vous avez des jeunes plants à la place. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'ils sont dans des cuves. Donc, on est passé d'un design hygiéniste haussmannien de la ville à un moment où effectivement on a fait des alignements d'arbres, on a ouvert des squares, on a fait des parcs, on a fait le bois de Boulogne, on a fait le bois de Vincennes quand même, où là il y a un peu plus de nature, mais bon. Mais on est loin de pouvoir régénérer la dynamique de la nature, du vivant, en faisant ça. Mais vous avez quand même des initiatives qui sont un peu plus ambitieuses, puisqu'on a vu que le sol, c'était la clé, hein, la matrice du sous-sol et du sol vivant, c'était la clé, qui vont réouvrir la ville. Mais là où c'est possible. Autant à Bordeaux, on est sur plein de zones, un peu sur un marécage, je pense qu'en enlevant un peu le bitume, on peut vite retrouver du sol, bon, même si c'est plutôt sablonneux, plutôt, etc., limoneux, bon. À Paris, il y a des endroits, sur 80 mètres, vous n'avez que de l'infrastructure technique, quoi. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué. Et effectivement, il y a eu une étude, à un moment, Paris avait fait une étude, La Pure avait fait une étude sur le potentiel végétalisable en toiture et en délaissé urbain à Paris. Je ne sais plus à combien de dizaines d'hectares on arrivait, mais enfin c'était quand même assez conséquent. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais l'eau pour arroser. Et donc ça devenait en conflit avec l'eau potable. Alors on pouvait bien peut-être utiliser, parce qu'il y a 2 réseaux à Paris, où il y a aussi l'eau de nettoyage des rues, et en pied de chaque immeuble haussmannien, vous aviez 2 arrivées d'eau en fait. Vous aviez aussi une arrivée d'eau qui était une arrivée d'eau qui venait directement des canaux, et puis vous avez une eau potable qui était traitée. Et donc même en utilisant l'eau des canaux, c'était pas suffisant pour alimenter finalement une végétalisation complète de ce qu'on pouvait faire à Paris. Donc il faut effectivement aller plus loin, sans parler effectivement d'anticiper les évolutions climatiques. Mais après, la nature en ville, si on arrive à le faire de la bonne manière, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les effets des îlots de chaleur urbains, on voit il y a des bienfaits liés à la présence de la nature en ville. Je me souviens, chez Nobatech, on avait ce projet qui s'appelle Nature for Cities, qui avait catalogué, je ne sais plus combien, une soixantaine de 60 ou 80 solutions basées sur la nature.
voilà, dont des solutions de végétalisation urbaine. Simplement, il faudra le faire avec à la fois le bon esprit et suffisamment à fond pour que ça soit durable, dans le sens robuste, résilient, que ça résiste et que ça ne soit pas juste sous perfusion humaine. Voilà. Pardon, il y avait une autre question du coup. Ouais. J'aimerais vérifier avec vous l'hypothèse que j'ai dans ma recherche, à la présence de plusieurs enseignants qui suivent ma recherche ce soir. Vous avez déjà parlé de tous les dispositifs émergents, donc bottom-up ou grassroots. Donc on parle de coopératives, des éco-quartiers, etc. Donc vous avez dit que dans vos exemples, que c'est un endroit où on pourra pousser plus loin ce que vous avez parlé de quand vous luttez. Donc est-ce que c'est légitime de encore parler de ce modèle et le renforcer en France? Et quel est l'impact avec la nature quand on parle des coopératives avec une société démocratique où on pourra autogérer, autogouverner et penser de nous-mêmes et pas penser que tout devient de plus haut et donc devenir acteur au lieu de... Ouais, merci pour la question. Alors ça touche vraiment à, justement, alors pour le coup, à tout l'enseignement du régénératif. Hein. C'est assez profond. Ce qu'on se rend compte, c'est que si on veut toucher à l'essence naturelle des hommes, et finalement à mobiliser notre intelligence et notre connaissance au service du vivant et de la régénération du vivant, il faut qu'on soit, nous, citoyens, citadins, partie prenante. Il faut qu'on soit actifs dans notre mode d'habiter notre espace. Il ne faut pas qu'on achète notre espace de vie sur catalogue. Voilà, ce n'est pas un produit à consommer comme monétisé comme X autres, comme on achète un iPhone ou un ordinateur. Et que la durabilité et la régénération, dans l'approche de Régénésis, elle se crée par le réancrage en fait de l'humain dans son territoire local et comme acteur, comme catalyseur de la transition de son territoire. Sinon, on vient consommer de la transition en fait. On achète un bâtiment BEPOS, on vient acheter un appartement dans un truc BEPOS, ouais, super, c'est bien, etc. C'est pas là que va se faire la transition et c'est pas là qu'elle va se faire sur la durée. Donc c'est effectivement une énorme question, notamment pour, je dirais, les aménageurs, les collectivités, etc. De comment faire pour également changer de paradigme, c'est-à-dire se mettre plutôt en facilitateur de l'émergence de ces initiatives citoyennes qui veulent finalement faire du régénératif, qui veulent développer plus de accessibilité, plus d'inclusion, plus de liens avec le vivant, etc. Parce que c'est elles qui vont faire que ça va durer dans le temps. Voilà, donc c'est la clé en fait. En gros, c'est se poser la question non pas du temps du projet, mais c'est se poser la question du temps après le projet. C'est-à-dire de penser le projet non pas comme un objet qui va se terminer à la fin du projet, un bâtiment, un quartier, etc., mais penser le projet comme un catalyseur, un peu comme on a beaucoup entendu parler d'acupuncture urbaine, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire de se dire comment le projet peut aider, catalyser l'émergence de communautés et de manières d'habiter qui vont, elles, être durables, être régénératives. Voilà. Et là c'est un renversement alors complet, parce qu'aujourd'hui on est dans une logique de production de notre environnement construit qui est extrêmement descendant. Hein. Il y a quand même très peu d'initiatives de collectivités, comme on a vu à Roubaix par exemple, etc., qui sont dans l'écoute, la catalyse, la facilitation de l'émergence, voilà, le bottom-up. Heureusement ça vient de plus en plus. Oui. Question, si j'arrive à l'exprimer correctement. Il y a la nature, elle est très régénérative, elle est autonome. C'est nous qui sommes en train de la récupérer, de l'analyser. Et comme je vois par exemple, vous avez montré tout à l'heure sur Baltimore l'évolution urbaine. Mais ce qui est plus effrayant, c'est que quand on regarde par exemple, il y a des vidéos sur YouTube aussi sur l'évolution plus des années sur le colère. Ouais. Là, il y a des vidéos. Ça, c'est effrayant. On ne regarde pas les villes, mais si on regarde les campagnes, n'importe quel territoire qui a 30 ans est encore verdoyant.
c'est n'importe où dans le monde. Non? Ouais. Le lieu le plus éloigné. Et les régions les plus remotes, on retrouve cette urbanisation et désertification des zones. Et absence de nature, mais c'est une sorte de cancer, ça avance. Oui, tout à fait. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc, en fait, la réflexion qu'on s'est dit, tiens, déjà, dans les villes, on ne peut rien éviter, donc ils sont là, ils concentrent plus d'énergie, mais notre vraie réserve, elle est partout ailleurs, dans le périurbain et dans la campagne. Et donc, c'est la question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose à vous la question, pour l'équilibre, la situation utopique atteignable dans le futur, vous voyez quoi? Vous voyez une concentration, est-ce que ce serait souhaitable de se restreindre davantage, de concentrer nos villes et laisser tranquilles nos campagnes, donc il y a vraiment verrouiller pas l'activité, il y a l'activité humaine, mais arrêter dès maintenant l'étalement de la campagne, parce que ça se passe partout et finalement ça devient aussi une grande réseau et que nous on est assez égoïste à la fin dès qu'on arrive peu à peu ça s'étasse les moins un petit peu finalement ça arrive partout. Donc je pose la question, c'est quoi votre utopie à terme, vers où il faudrait qu'on arrive c'est pas le modèle le plus intéressant, sachant qu'effectivement en ville on a besoin quand même aussi de la nature, donc il y a que la nature puisse exploser à certains endroits en ville et créer une sorte des réseaux de ville vivables, c'est souhaitable. Mais est-ce qu'il faut qu'on la concentre et est-ce qu'il faut qu'on verrouille nos campagnes? Alors moi, mon avis personnel, hein, il y a effectivement depuis maintenant 20 ans, il y a la pensée dominante de la ville dense, hein, de faire la ville sur la ville, d'augmenter les étages, de concentrer. Bon, si on pousse cette logique à son extrême, c'est de line, hein, l'hyperdensité. Et on l'a vu tout à l'heure avec le métabolisme urbain. Vous pouvez densifier, concentrer de plus en plus les humains dans un espace. En fait, à travers le métabolisme urbain, vous voyez que leur empreinte, elle va jusqu'au bout de la planète, jusqu'en Amazonie. Hein, les pièces détachées de votre iPhone, elles font, je ne sais plus combien, 30 pays différents et des milliers de kilomètres. Donc voilà, en fait, ça ne sert à rien de concentrer, parce que l'impact, lui, il ne sera pas concentré. Donc, moi, je vois plus, en fait, si on veut vraiment se réinsérer dans le vivant, de développer la porosité. Et développer la porosité, ça veut dire, par exemple, toutes les initiatives de sponge cities, par exemple. Donc, la ville éponge, c'est-à-dire réouvrir tous les sols en ville au maximum. Voilà, si plutôt que d'avoir cette démarche de génie civil où on va tout canaliser et où vous avez les eaux qui prennent une vitesse de malade dans des canaux, ben non, voilà, il faut que l'eau s'étale au maximum, s'infiltre, il faut qu'elle soit retenue. C'est le principe du Castor, du barrage de Castor. Voilà. Quelque part, il faut réinventer, en fait, il vaut mieux créer plus de diversité, d'ouverture, d'interaction, d'interconnexion entre l'homme, entre nous humains et les non-humains. Et à tout point de vue, hein, que ce soit d'un point de vue service écosystémique, fonctionnel, mais on connaît aussi avec les études faites sur la biophilie le bienfait physiologique et psychique que la présence de la nature apporte aussi. Donc moi je serais beaucoup plus dans une logique de travailler la porosité, la complémentarité, les interfaces, les interconnexions entre nature, tout ce qui est naturel et nous-mêmes qui sommes naturels. Est-ce qu'il faudrait continuer à construire du neuf? C'est une question aussi, par exemple, de la réhabilitation, de dire, voilà, aujourd'hui, si on continue à s'étaler, la réalité, c'est-à-dire qu'on peut croire, mais la réalité, c'est que l'étalement, il est là, et il est partout, et c'est très stérile. Complètement. Vous avez, alors j'ai plus le chiffre, il doit être quelque part dans la présentation, mais l'habitat, c'est comme les SUV, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez les études sociologiques sur l'espace, le nombre de mètres carrés par habitant, en fait, il ne fait que se développer. Donc, en fait, la réponse déjà à tout ça, pour la bagnole, c'est l'autopartage ou c'est le vélo.
Pour l'habitat, on le voit, c'est les habitats partagés, c'est l'éco-village, c'est mutualiser, c'est mettre en commun sa cuisine, sa buanderie, sa production d'électricité, etc. Rien qu'en mutualisant, je veux dire, vous mettez 4 personnes dans une bagnole au lieu d'une, vous divisez par 4 les émissions d'un coup, juste dans l'usage. Donc il y a un vrai travail sur l'usage à faire, avant de se dire... l'usage et la réutilisation, et le réusage. Hein. Avant de se dire on va faire du neuf, avant de se dire on continue à faire du neuf, mais dans l'optimisation de l'usage d'un mètre carré quelque part, il y a déjà un tel gisement. Simplement, voilà, on a poussé aussi une logique consumériste, individualiste, qui fait que aujourd'hui, on aime bien notre petit confort tout seul dans son coin, pas être emmerdé, et donc on préfère le modèle pavillonnaire. Voilà, ça c'est très français. Mais ça change. On le voit, regardez encore une fois le site de la coopérative Les Oasis. Ça fait plaisir. Vous avez la carte de France, vous avez une explosion d'initiatives, vous cliquez sur chaque projet, vous avez la description des projets. Et franchement, c'est un nouveau mode de vivre qui est assez intéressant. Vous avez montré des communautés, moi je veux ça en France. Pardon ? Des communautés régénératifs qui ont un raisonnement. Voilà. Donc ils sont précurseurs d'idées. Moi la question que j'ai c'est est-ce qu'en France, en Europe, dans le monde, on va aller vers une réglementation? Bon, la zéro-artification, ok, mais vous exprimez que dans une poignée de terre, il y a une partie de la vie qui est absolument plus importante que les loups et le sol. Donc, est-ce que, pour les maîtres d'ouvrage, pour ceux qui vont faire de la programmation, etc., il peut avoir... bon, ils peuvent regarder ces communautés pour s'inspirer, mais à un moment, est-ce que ça va plus se formaliser au travers de recommandations, de réglementations qu'on peut critiquer, mais qui ont quand même fait des évolutions dans les 30 dernières années sur l'énergie et sur l'eau, avec des défauts, mais là où elles n'existent pas, les défauts sont des défauts un peu plus forts. C'est clair que de nombreux acteurs, hélas, ne vont comprendre que le bâton et que la réglementation. Et donc, l'évolution quand même, la pression croissante, un peu décroissante aujourd'hui, hélas, de la réglementation environnementale, fait que, un constructeur, un aménageur, à un moment, sur telle zone, il va être obligé de faire un diagnostic de biodiversité, il va être obligé de faire attention aux espèces rares, il va être obligé de faire quelque chose. Et sinon, il ne se serait rien passé, ça aurait été le bulldozer. Voilà. Donc, oui, c'est important pour les cas extrêmes. Voilà, enfin, pour les pratiques qu'on ne veut plus voir. C'est clair. Par contre, je pense que la mobilisation, elle se fera surtout par l'exemple, quoi. C'est-à-dire qu'il faut montrer que c'est un nouveau mode de vie qui est enviable. En fait, tu vois, il faut montrer qu'il y a du... On parle souvent de l'Amazonie comme une forêt sauvage, tropicale sauvage. En fait, les peuples premiers, là, les Yanonamis, etc., qui habitent ces forêts, mais quand l'homme occidental a découvert ces forêts, il a cru que ces forêts étaient des forêts vierges. En fait, elles étaient cultivées. C'était de l'agroforesterie, c'était une espèce de tandem à plein d'endroits, de tandem entre l'homme et la nature, ou l'homme dans la nature. Et donc, en fait, c'est un peu la place qu'il faut retrouver, c'est comment mettre notre fabuleuse intelligence au service de ce partenariat, finalement. Et ça donne beaucoup de... Quand on voit les gens qui s'y mettent et les projets qu'on va accompagner, on sent que ça ravive quelque chose de très très fort, en fait. On sent qu'on a tous ça en nous. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui... on travaille, on est en ville, on travaille, on est en ville, mais on étudie en ville, bon ok, mais quelque part, on a besoin de cette nature. Ouais, parce que c'est... C'était une belle conclusion, oui. Juste, hop. Du coup, on vous partagera les slides, parce qu'il y a plein de ressources. Et on avait juste mis... Tu as mis beaucoup de... Enfin, très loin. Ouais. Sybios t'a présenté, du coup.
Hop. Et juste pour info, il y a du coup, Eva vous a parlé d'une plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle, du coup, c'est dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Ville et Vivants, qui s'appelle, pour imaginer un futur grandeur nature. Et si vous voulez en savoir plus sur tous les contenus aussi, on a recensé aussi pas mal de formations. Il y a des contacts, mais voilà, on vous invite vraiment à aller faire un tour. C'est fait aussi pour des gens qui sont plus ou moins familiers avec ces sujets-là. Et sinon, dans le mail, si tout le monde est inscrit sur le lien de la conférence ou pas, on vous enverra aussi les différentes ressources et une petite mesure d'impact pour avoir votre avis, parce que nous, ça fait... à travers nos structures, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on se bouge les fesses pour faire en sorte de refaire en mieux le monde ensemble. Et on veut savoir aussi si on le fait de la meilleure manière possible. Et donc, c'est toujours chouette d'avoir vos avis constructifs, hein, toujours, et bienveillants. C'était nul. Donc voilà, ça nous permet aussi d'adapter le plus possible comment est-ce qu'on s'adresse à vous et comment est-ce qu'on rend tout ça embarquant et désirable le plus possible auprès d'un maximum de personnes et de parties prenantes différentes. Je vais pas parler plus. Avec Eva, nous, faut qu'on file parce qu'on reprend en train. Mais Olivier, tu es un homme libre. Et donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Et bravo à toi. C'était super intéressant. Et merci encore à l'ENSAP de nous avoir accueillis. J'adore cet amphi.